Je pense que cette spontanéité, cette franchise, cette transparence qu'on essaie d'avoir un maximum avec eux et qu'ils ont avec nous, je crois que c'est les 3 mots-clés de la relation qu'on avait. Nous, un franchisé qui arrive chez Crédit Pro, en 15 jours, il est référencé en première position sur Google. Ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Je maintiens qu'aujourd'hui, et je le vois dans les boîtes qui ne proposent pas de service client par téléphone, je vois pas comment ça peut durer à terme. Les gens ont toujours besoin d'appeler quelqu'un pour être rassurés. Bienvenue sur Marketing Stories. Je suis Thibaut Renouf, le CEO de Partout, une société tech qui accompagne les retailers dans tous leurs enjeux de visibilité locale et de réputation. On a lancé ce podcast pour vous partager régulièrement les parcours inspirants de personnalités du monde du retail. On parlera notamment de leur parcours, leurs challenges et leurs réussites sur des problématiques à la fois marketing et digital. Chez Partout, on est curieux et passionné d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a lancé Marketing Stories. Bon épisode. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Marketing Stories, je suis avec Nicolas Lopez qui est directeur des services chez Crédit Pro. Bonjour Nicolas. Bon, enchanté, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir ce moment avec toi, surtout que tu fais aussi des podcasts. Depuis peu, ouais. Et je sens que cet épisode d'aujourd'hui va être plein de sujets que nos auditeurs aiment bien, notamment tout ce qui est relation avec les franchisés, ce qui est aussi formation, projet transverse et aussi success story de Crédit Pro. Ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter, nous raconter un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler chez Crédit Pro succinctement et surtout l'histoire un peu derrière cette... Le parcours scolaire très classique, hein. Je commence des études de lettres et je finis à l'école de commerce, hein, comme 70% des gens aujourd'hui. Alors, en parallèle, je suis correspondant de presse pour un quotidien régional à Lyon. Je commence à faire un peu de web radio, je crée une petite agence de com avec des amis. Enfin, on baigne un peu dans un environnement assez créatif, on a envie de faire plein de choses, hein, comme quand on a 18, 19, 21, 22 ans. Et puis, au gré de mes études, que je suis en alternance, l'exercice que pour moi, c'était vraiment, ça a été une solution parfaite, l'alternance. Je commence à mettre la main sur la matière relation client. Et je me dis, c'est intéressant, c'est un truc un peu vieux, la relation client. Tu vois, t'as 23 ans, t'es un peu con, t'es un peu jeune. Tu te dis que tu peux révolutionner le truc, tu te prends un peu pour Steve Jobs. Tu te dis, la relation client, c'est un vieux métier. Moi, je suis un peu dynamique, j'ai 2-3 idées, je pense que je peux faire quelque chose. Et du coup, tu te rends compte que sur ce marché-là, sur ce métier-là, la relation client, en fait, il y avait plein de choses à faire. Et je commence à faire un petit bout de carrière. Et ça me fait penser à un truc, parce qu'on a un podcast effectivement à côté. Et on a reçu Cyril Linette il n'y a pas très longtemps. Okay. C'est un patron de Canal, de l'équipe et de PMT. Bon invité. Super invité. Et Alexandre Bompard, son patron de l'époque, lui avait dit, une carrière, ça se construit. Et je crois que très tôt, j'ai compris qu'en fait, il fallait être un peu opportuniste. Donc, relation client. J'ai alterné entre start-up et boîte d'assurance plus grosse, entre des équipes plus petites et un peu plus importantes, jusqu'à 2020 où l'entrepreneur qui m'avait embauché lors de ma 2e année d'alternance me rappelle pour prendre la suite du directeur marketing qui était parti au Racing Club de Strasbourg. Ok. Donc on était vraiment tout petits à l'époque, on devait être 5 ou 6 chez Crédit Pro. Et en 2020, vous étiez que 5 ou 6 ? Ouais. Et donc je change pendant un Covid, prise de risque absolue, totale. Plaisante. Et voilà, je rejoins Crédit Pro à ce moment-là pour entourer Daniel, donc Daniel Darian, le dirigeant de Crédit Pro. Et ça fait 5 ans que je suis chez Crédit Pro, on est une antenne, on reviendra dessus. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis directeur des services. C'est un peu pompeux parce qu'on est une petite équipe de 20 personnes. On est tous un peu polyvalents et je m'occupe à la fois de la com, de la marque, du marketing au sens large, ce qu'on appelle l'IT. Et puis après, je suis sur tout un tas de trucs. Donc. Trop bien. Et l'histoire de Crédit Pro, donc ça existe depuis un moment. Mais quoi les transformations de Crédit Pro et même expliquer un peu aux visiteurs qu'est-ce que Crédit Pro aujourd'hui. Autant qu'il y a un éclairage sur notre métier parce qu'il est encore peu connu. Création en 89 par Charles Marinakis, qui est aujourd'hui le patron de Century 21. Charles, il dit à l'époque, entre les banquiers et dirigeants d'entreprise, quand tu veux aller chercher un financement, il n'y a rien. Il existe à côté, hein, sur l'immobilier, tu achètes des livres, etc. Mais sur le pro, il n'y a rien. Et donc, il crée cette structure en 89, qui s'appelle pas encore Crédit Pro, mais qui est Crédit Pro. Et puis voilà, en 2009, il a créé en franchise, il pose la marque Crédit Pro en 2009. Il arrive à développer le truc jusqu'à 20 franchisés. Et puis ensuite, en 2017, Daniel rachète. 1% parce que c'était lui qui le détenait à 100% à l'époque. Ouais. Oh, il doit regarder quelques... Il a un relais un peu impliqué aujourd'hui. Mais tu vois, on a un club bientôt, un club national où on l'invite. Donc je sais qu'il garde un œil attentif sur Crédit Pro. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'histoire, Crédit Pro a été racheté par Daniel, qui est un bel entrepreneur, qui a eu 2 grosses réussites, notamment en assurance, et qui est spécialisé dans l'intermédiation. Et Daniel te dirait, il faut qu'on fasse toujours un seul métier. Donc, il a repris la suite de Charles,
Et voilà, donc on a racheté une structure un peu plus tard. Il a investi pas mal pour pousser le développement du réseau. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 60, autour de 72 agences et autour de 60 collaborateurs, enfin membres du réseau. Ok. Et c'est quoi un peu les autres chiffres? Vous continuez à grandir, vous continuez à avoir de nouvelles franchises? Aujourd'hui, c'est vraiment, alors, on a la chance d'atteindre une taille où on peut être hyper sélectif sur le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire non si on sait que quelqu'un risque de se tromper ou ne va pas réussir. On est sur un métier qui est très précis. Nous, on accompagne tous les dirigeants d'entreprise à se financer. C'est pas qu'un taux, c'est d'accompagner sur ton business plan, d'apporter une réflexion sur ton projet, sur la viabilité de ton projet, etc. Et donc aujourd'hui, on sait précisément quel profil de personne peut nous rejoindre pour réussir dans cette mission. Donc on a un seul métrique important, c'est la taille du réseau, ça c'est sûr. Ouais. C'est le nombre d'agences et le nombre de collaborateurs, plus le nombre d'agences. On y va à tâtons. On veut vraiment que les gens qui nous rejoignent nous accompagnent sur la durée. Et on veut aussi créer un esprit, un ADN. Ça, c'est la vraie force de Crédit Co, c'est l'ADN. Donc tu peux l'avoir dans ta boîte, on a un ADN qui est propre à Crédit Co. C'est quoi, si tu devais donner les quelques mots qui définissent votre ADN et ce que vous communiquez en interne, en externe? Il faut venir à nos conventions pour voir. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que autour de la table, nous déjà, on considère que nos franchisés sont nos associés. C'est-à-dire qu'on a des organes qui permettent à chacun de prendre la parole et en monter. Et quand tu participes à une convention aujourd'hui, ça vit bien, ça se tutoie, il y a un côté un peu communiste, ça se dit les choses, content, pas content. Et je pense que cette spontanéité, cette franchise, cette transparence qu'on essaie d'avoir un maximum avec eux et qu'ils ont avec nous, je crois que c'est les 3 mots-clés de la relation qu'on a avec eux. Trop bien. Ouais. Et dans ton poste aujourd'hui, comment tu le diviserais si tu devais un peu le segmenter en différents sous-parties? C'est quoi tes prérogatives C'est vraiment le monde de la franchise, c'est particulier quand tu viens du monde de l'entreprise classique. C'est-à-dire qu'au milieu, tu as le franchisé. Et tout ce que tu fais dans ton quotidien, ça tourne autour de ça. Quelles que soient les actions, que tu as l'action marketing, IT, quelle que soit l'action que tu as menée, la seule réflexion, c'est est-ce il y a un bénéfice pour la marque, pour le réseau ou pour le franchisé. Et donc ça, on le suit quotidiennement. Et comment j'organise tout ça? On est une petite équipe, donc forcément, ça favorise l'agilité des uns et des autres. Ça permet, quand on a une idée, de la lancer très vite. Et ça, c'est un truc qui est chouette pour des gens comme nous tous, qui sommes assez créatifs, qui aiment bien lancer des trucs. Et voilà. Et donc, en fait, comment j'organise? T'as le cœur du truc, t'as le directeur qui est le franchisé. Et puis après, on définit un cap, une fois par an, on se réunit, une stratégie. Et puis après, à nous d'ajuster quotidiennement. La chance qu'on a, c'est que Daniel nous accorde une confiance absolue, ce qui n'empêche pas de rendre des comptes. Ouais. La confiance exclut plein de contrôle, c'est bête, mais c'est vrai. Mais voilà, on se voit tous les mois, on fait un point très précis. Au-delà de ça, nous, on sait, on doit aller. Puis voilà. Et puis, encore une fois, on est 20 et on se voit tout le temps. Et le réseau nous parle tout le temps. 20, c'est dans ton équipe ou c'est dans tout Crédit Pro France? Tout Crédit Pro France, ok. Et on est disséminés entre Paris, Lyon, Nîmes et bientôt Montpellier et Bordeaux. Tu vois. Et on discute tout le temps. Donc, ça c'est aussi un des bénéfices je pense, du Covid, d'une certaine façon. On a tous appris à travailler à distance. Et ça, pour nous, ça a renforcé la communication entre les équipes, ça l'a pas éloigné. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on communique peut-être plus que si on travaillait à 3 mètres les uns des autres. Et les leviers marketing que vous utilisez dans ton équipe, ça va être à la fois, c'est quoi un peu, comment vous organisez aussi le levier marketing, relation client, c'est quoi un peu les grands là? Et du coup, parce que les franchisés vont me regarder, on parle de BPR, de budget promotion réseau. Okay. On a un budget, mais pas que, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut investir un peu plus. En général, moi, je travaille 2 ans. Parce que je sais que sur une année, il faut que le franchisé utilise l'outil et un travail d'évangélisation de pas mal de sujets de marketing où ça prend du temps. Donc en général, je raisonne toujours à 2 ans pour me dire ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? En tant que franchiseur, on essaie de rapporter des leads, c'est basique. Ouais. Ça, on le fait plutôt bien. Il y a des campagnes Google, forcément. Et tu travailles ton référencement, c'est une action qu'on met en place à côté. SEO, SIA. Nous, un franchisé qui arrive chez Crédit Pro, en 15 jours, il est référencé en première position sur Google. Ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Donc, il a de la visibilité. On l'appelle, on le contacte. Donc, c'est des leads, mais pas que. À côté de ça, il y a tout un travail sur la marque qu'on va mener, nous, franchiseurs, et qui va être à son bénéfice, pour qu'on lui dise, Crédit Pro, je connais, etc. Donc oui, il y a aussi une partie terrain qui doit accomplir, mais il y a ce qu'on fait à côté. Après, nous, on a la chance d'avoir une équipe communication dédiée,
en local. Alors, pour le local, en tout cas, on fonctionne un peu comme une agence de communication, c'est-à-dire que toi, tu as besoin qu'on se déplace, qu'on fasse une stratégie sur 1 an, 2 ans, peu importe, on va t'accompagner, comme une agence de communication le ferait. En local, c'est-à-dire pour une agence, on va essayer d'accompagner, de faire un plan pour... C'est ça. Alors, du coup, tu as deux types de franchisés. Tu as celui qui est très en avance, qui est autonome dans sa communication. Lui, on va le laisser un peu tranquille, mais tu as celui qui est un peu plus en galère. Et lui, aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on l'accompagne un peu plus, qu'on l'aide à partir du BABA. Donc, après, il y a toute la partie dotation graphique, forcément. Il y a une boutique en ligne, on va gérer les newsletters, on va gérer tout un tas de trucs. Hein, donc, et tu as compris l'idée. En tout cas, il y a l'action nationale et il y a l'action locale, et on essaie d'assouvir les deux besoins. Et c'est entre le moment où tu es arrivé en 2020 et aujourd'hui, la transformation du groupe, j'imagine qu'elle est totale. Pour moi, elle est totale. Hein. Ah ouais. Mon dirigeant me dirait, ouais, c'est bien, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est quoi les choses qui étaient avant et qui sont maintenant pour quelqu'un qui lance un réseau de franchisés, alors pas dans ton secteur, mais dans d'autres secteurs, et qui a une vingtaine de franchisés, c'est quoi un peu les choses que tu as vues qui ont transformé radicalement là? Vous avez fait des opérations de croissance externe? Non, on a fait une, mais qui n'a pas réussi. Bon, alors nous, on en a fait une. On a fait une. Et elle nous a occupé 2 ans. Ouais, c'est cool. Tu vois, donc je suis arrivé il y a 5 ans, mais pendant 2 ans, les rouges, un peu comme chez Koh-Lanta, on a fait en sorte qu'ils deviennent oranges, et on a fait en sorte que les oranges acceptent les rouges, quoi. Ouais. Ça s'est passé pendant 2 ans. Au début, c'était un peu compliqué, puis après, on a abouti à quelque chose de très cool aujourd'hui dans les relations, etc. Donc, quand tu dis les rouges, ça me fait penser à une caisse d'épargne et à Banque Populaire. Il y a les rouges et les bleus, et BPCE qui est violet, et ils continuent de s'appeler les rouges et les bleus. C'est ça, à terme. Donc, nos amis, les banquiers, nos partenaires bancaires. Mais tu vois, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait de différent? On a accueilli, du coup, une nouvelle entreprise. Ce qui était de taille similaire ou plus petit? Ouais, quasiment similaire. Okay. Quasiment similaire, mais avec une mentalité totalement différente. Okay. Des gens, je ne me rends pas parce que c'est le cas, mais plus libre, moins sous contrôle que ne pouvaient l'être les crédits pro. Alors, on parle du réseau Access et du réseau Crédit Pro. Et c'est toujours 2 marques séparées? Non. Vous avez tout... On a tué la marque. Je suis désolé pour Vincent, l'ancien fondateur. Mais en fait, on a fait en sorte d'assimiler la marque progressivement et puis de l'éteindre pour que tout le monde communique sous la marque Crédit Pro. Et l'aboutissement, ça a été il y a 1 an et demi avec le lancement du nouveau site internet. Mais qu'est-ce qui a changé? Et on va parler peut-être sur les actions qu'on mène aujourd'hui, mais je pense que pour multiplier les actions ou développer des actions de marketing ou d'autres, il faut avoir une certaine sérénité, il faut avoir un réseau assez apaisé. On ne l'avait pas forcément au début. Aujourd'hui, on a un climat qui est incroyable, hyper enthousiaste. Et nous, on surfe sur cet enthousiasme. Comment tu travailles cet enthousiasme, un réseau? Parce que c'est vrai que je pense que, surtout dans un écosystème, dans un climat un peu oppressant, géopolitique, etc. actuel, c'est un peu morose. Comment tu fais pour embarquer des gens dans un projet? Est-ce que vous avez mis en place des choses qui, tu t'es dit, on a transformé la manière dont les gens voyaient Crédit Pro en interne et la motivation qu'ils avaient à se lever tous les matins? Je ne pense pas qu'on ait transformé la façon dont ceux qui sont déjà Crédit Pro voient Crédit Pro, ou peut-être qu'ils sont un peu plus fiers de leur marque, ça c'est certain. Par contre, on est en train de transformer la façon dont les autres voient Crédit Pro. Nos partenaires bancaires, les autres. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des sollicitations, médias ou pas médias, qu'on n'avait pas avant. Et aujourd'hui, on se dit oui, on a franchi un palier. Et en fait, c'est comme une boîte classique, et tu le sais en tant que manager, dirigeant, je pense que la clé, c'est d'avoir un lien très, très fort avec nos franchisés, avec les équipes en interne. C'est qu'on communique tout le temps. Et on communique sur tout. Et on essaie d'être transparent un maximum. Quand on n'est pas transparent, c'est qu'on réserve une surprise en général. Quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, tu vois, on a un sujet aujourd'hui qui se passe moins bien. Bon, on annonce avec transparence, etc. On en souffre autant que le réseau. Et je pense que la communication, c'est la clé. C'est assez intéressant parce que je me posais un peu la question, dans un réseau de franchise, c'est quoi qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer? C'est-à-dire que c'est principalement du mail, c'est du présentiel, c'est du téléphone, c'est du Teams. C'est quoi, en gros, quelle forme prend ta relation avec ton réseau? Est-ce que tu te déplaces à chaque fois pour les rencontrer sur place? Tu peux nous décrire un peu cette parcelle? Parce que je pense que c'est tous les franchiseurs que j'ai rencontrés, et je pense que la relation franchisé-franchiseur, et comme tu dis, elle est à la base de succès d'une franchise. Et donc, comme c'est stratégique, chacun va avoir un petit peu ses méthodes. Hein. Oui, les franchises. On a beaucoup de franchises chez Partout Client. Alors, soit commerce associé, franchise. On a aussi des succursalistes. Mais c'est vrai que chez les franchisés, cette relation, c'est pas une relation employeur-employé. C'est une relation vraiment de partenaire. Et
autant quand tu as des employés, tu peux communiquer d'une certaine manière, autant quand c'est des entrepreneurs, potentiellement, il y a une manière de communiquer. Éthiquement, je me dis, est-ce qu'ils lisent leur mail autant que... c'est comment vous leur... Là, tu mets le doigt sur une frustration totale. Parce que nous, notre métier, c'est d'animer d'une certaine façon constamment le réseau de franchisés. Ouais. Mais le réseau de franchisés, son métier, c'est au quotidien d'aller faire des dossiers, d'aller prospecter, etc. Donc nous, on vit pour eux. Eux ne vivent pas que pour nous. Bien sûr. Ils vivent pour eux, parce que c'est indépendant, pour vivre au quotidien. Comment on les anime, l'humain? Tu es obligé d'avoir un animateur ou des animateurs. Et nous, on a fait le choix récemment d'avoir une équipe d'animation. Ok. Et c'est une équipe d'animation transversale avec... C'est un déplace, c'est qui va... En tout cas, si elle ne se déplace pas, qui fait des visios, tu vois, régulièrement. Comment on anime? On a une convention nationale qui dure 3 jours. On a des clubs régionaux, 2 par an, chaque quart de région. On a des webinaires très régulièrement pour leur apporter de la matière grise, pour échanger, etc. On a un BNF, Bureau National des Franchisés, avec certains franchisés qui participent et qui nous font des remontées et qui alimentent eux-mêmes, en fait, qui vont aller eux-mêmes chercher les insights. Ça, c'est vraiment un point que je trouve assez intéressant parce que je vois pas mal de franchisés voilà, qui, quand ils prennent des décisions, par exemple des décisions outils, des décisions techniques, vont... et je pense que ça, notamment dans le milieu de l'optique, où il y a pas mal, où je vois ça beaucoup, et même chez des intermarchés où ils vont... ou dans d'autres, où je suis plein de boîtes où ils vont impliquer les franchisés dans la décision. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début ou que plus tardivement? Le BNF, on l'a mis en place après le Covid. Et au-delà de 2-3 situations un peu compliquées en interne. Mais tu vois, toi, tu portes une vision. Tu es dirigeant de ton entreprise. Tu dois te sentir un peu seul parfois, mais tu as une vision et je pense que tu as le recul qui permet de dire non, on tient un cap, on y va. Nous, on ne peut pas fonctionner comme ça. On a une idée précise dans notre métier et si on veut faire d'autres ouvertures, on a besoin que le réseau adhère. Mais tu es sans arrêt, et c'est normal, tu as sans arrêt besoin d'aller les voir, de discuter, d'avoir leur adhésion. Tu vois, par exemple, on va se lancer sur l'assurance et on a sondé tout le réseau. Alors, le réseau n'était pas forcément pour, tu vois, mais on leur a expliqué pour voulait le faire, pourquoi, etc. Et dans ce cadre-là où tu lances une initiative, où tu lances un outil, à quel point tu es dans une logique où tu imposes et à quel point tu es dans une logique où tu suggères? C'est-à-dire que tu lances l'assurance, est-ce que tu te dis pas, OK, sur les 60, il y en a 30 qui vont tester, pareil pour un outil, à quel point tu es dans une logique où tu donnes des guidelines et tu vois s'il y en a une partie qui suit, ou est-ce que, juste comment tu fais le choix? Écoute, là, le marché évolue un peu. Nous, on est le seul pure player, c'est-à-dire qu'on est le seul aujourd'hui à faire que ça avec Prepro. Ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas vraiment de concurrents. Tu vois, j'en parle, Prepro, qui est pure player. On a Finance Conseil, mais Finance Conseil ne fait pas que ça, loin de là. Il y a CAFPI, il y a des boîtes comme Meirto, mais pour qui le pro représente que d'un. Nous, on est le seul à avoir cette taille-là et à faire que ça. Et du coup, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de référent autour de nous. On voit on voudrait avoir des concurrents aussi. C'est la mer internationale? Non, c'est très différent. On a regardé aux États-Unis, c'est très différent. Dans le reste de l'Europe, en Suisse, à côté de chez nous, c'est très différent. On a un marché assez particulier. Et du coup, effectivement, parfois, on a des intuitions. Voilà. Mais on n'a pas de conviction. On ne sait pas si ça va marcher. Là, par exemple, pour l'assurance, on se dit, une fois que nous, on a obtenu le financement d'un client, toi, par exemple, tu nous fais confiance. Et il y a de fortes chances pour que tu nous fasses confiance pour l'assurance. Et ça, cette conviction, elle est forte. Donc, même si Réseau nous dit, bon, on aura besoin d'être accompagné sur l'avant, sur le produit, etc., on n'est pas sûr que ça prenne à notre niveau. Mais là, en tout cas, on a cette intuition. Et on va y aller. Mais la plupart du temps, on n'y va que si le réseau s'emporte. À 80-90% nous suit. Là, c'est un peu plus faible, mais on a cette intuition. Donc, on fonctionne par intuition. Puis après, si ça marche pas, on rend des comptes à notre réseau et on y va. Et pour les outils, typiquement, ou pour l'assurance, c'est l'ensemble du réseau qui bouge ensemble, ou alors il y a du à la carte. Tu peux pas contraindre, hein. Chaque franchisé est indépendant. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller essayer de les convaincre et par exemple de leur proposer des outils qui vont les accompagner, qui vont faciliter cette chose. Tout à l'heure, tu parlais comment on communique. On se rendait compte que les newsletters n'étaient pas trop lues, etc. Donc on a développé une application qui s'appelle Crédit Pro App basique, en disant, moi, ils ont toujours Crédit Pro dans la poche. On n'est pas nombreux, on est que 160, mais au moins on sait qu'ils ont Crédit Pro dans la poche, on peut pousser des notifications, etc. Trop bien. Ça, c'est un peu leur intranet. Ouais, c'est ça. Et vous l'avez fait sur mesure? On l'a fait avec un partenaire qui s'appelle Goodbye. Alors, nous, on est très fort pour avoir des idées, et je pense qu'on est fort pour réussir à trouver des idées qui coûtent peu cher et qui peuvent se développer très vite.
Et l'application, elle se fait avec un partenaire, Code Barber, les Corses. Et Code Barber, tu vois, ça coûte, on est très transparent. Nous, on les remercie à moins de 150 € par mois. Au total. Au total. Ok. On a développé l'application nous-mêmes, on l'a créée grâce au système développé par Code Barber. Et puis ensuite, voilà, donc on peut... et voilà comment ça marche. Tu vois, nous, on développe comme ça. Si Une application, c'est à double sens. C'est-à-dire que vous pouvez contacter sur cette application, communiquer. Eux, ils peuvent vous répondre, ils peuvent vous poser des questions, ils peuvent remonter des feedbacks. ils peuvent nous écrire. Ouais. Alors aujourd'hui, ils t'appellent plus facilement qu'ils le font via J'ai l'application. l'impression que ça reste le téléphone le plus... C'est ça. quand on veut une résolution rapide. Et puis le réseau, entre eux, ils aiment dire, ils ont un groupe WhatsApp historique, ils aiment bien. Même statistique, Ok. des terrains. Et donc, sur ce groupe WhatsApp, c'est aussi un moyen pour eux d'échanger, de se partager des C'est ça. Alors au début, ils croyaient le faire, je pense, à l'abri du franchiseur. Non, ils savent qu'on a les yeux partout. Donc là, non, mais... ouais, il faut être assez agile dans un réseau de franchise et s'adapter aux mécontentements, aux remarques, aux erreurs. Ok. Pardon, j'adresse pas de questions, t'as des... Oui, non, je trouve ça... de toute façon, le but de ce podcast, c'est aussi d'aller au fil de l'eau. Et tu as parlé à un moment de tout ce qui était contenu. On a mentionné le podcast. Est-ce que le podcast, il est aussi à destination des franchisés pourquoi vous avez lancé le podcast? Comment tu t'y es pris? Parce que c'est vraiment ce que je recevais des gens de chez Rexel aussi qui nous parlaient de podcast et le contenu audio, je pense, a explosé ces 3-4 dernières années. On écoute tous maintenant des podcasts. Maintenant, il y a le contenu vidéo. Mais moi, je me dis pour partout, il y a un fort intérêt et on l'a lancé parce que à la fois, ça nous permet de nous rapprocher de nos clients à la fois en les invitant. Mais pour vous, quelle est la réflexion et c'était quoi le but? Moi, je viens un peu... toi, j'étais quoi sur mon prêt, je fais de la web radio, j'aime bien tout ça, quoi. Et la seule conviction forte que j'ai aujourd'hui, notamment sur la communication de Crédit Pro, du fait qu'on est peu connu, malgré tout, c'est qu'il faut qu'on évangélise autour de notre métier, notre marque. On ne doit pas avoir une communication en disant on est les meilleurs, on est les premiers, on fait 30%, etc. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'on ait une communication indirecte. En fait, il faut qu'on se raccroche à des wagons, des TGV. Et le podcast, il est né de ça. Il s'est dit, si on arrive à trouver... Alors, il y a deux choses. On s'est dit, si on arrive à trouver des profils inspirants, ça va forcément rejaillir sur la marque. Et c'est le cas. Quand on fait podcast avec Cyril Linette, Patron de Canal+, l'équipe, PMU, on en a des bénéfices directs, évidents. Les gens me disent, ah, c'est super. Et comment cette personne se motive à venir? Parce que c'est des sujets qui vont... Est-ce que ça va être en lien avec le crédit? Est-ce que ça va être... Aucun. Et d'ailleurs, le petit truc qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, on invite des entrepreneurs enthousiastes et pas des entrepreneurs. Ok. Ce qui nous permet d'inviter Serge Trigano, le patron du même acheteur, et Marc Lévy, un romancier, mais qui a créé. Ok. Et là, on essaie d'inviter tous les gens qui ont entrepris quelque chose. Et au-delà de ça, ce qui est un peu notre ligne rouge, c'est de tourner des gens assez enthousiastes. Et on aime bien cultiver cet enthousiasme. Et on veut des gens qui transmettent ça. Des gens qui aiment bien parler, tu vois. On aime bien parler, qui soient assez enthousiastes, qui parlent de leur art avec positivité, avec faveur, etc. Donc, on cherche des profils comme ça. Et voilà, donc et après, c'est culot, tu vois. On a contacté Salinette, Serge Trigano, Marc Lévy, et tout ça sur LinkedIn ou par mail ou autre. Et les gens nous disent oui. Et on se dit, mais ouais, c'est fou, quoi. Et par curiosité, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, OK, j'ai envie de créer du contenu, sur des sujets... alors là, c'est un peu en dehors du domaine extrait, tout l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que je le fais en interne ou est-ce que je le fais en externe? Tu parlais d'un studio, alors j'imagine que le studio, enfin, vous louez, mais tu vois, c'est toi qui fais les interviews. Je sais pas si c'est toi. Alors, c'est Clara qui passe. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes posé la question de faire appel à une agence pour vous accompagner dans la création de contenu de podcast ou vous vous êtes dit, OK, on va internaliser toute cette partie-là? Sincèrement, tout ce qu'on fait, la première réflexion, c'est est-ce qu'on peut le faire nous? Et pas que pour des raisons de coût, c'est parce qu'on adore faire des choses. Et mon profil, si tu me poses la question, j'adore créer des trucs. Moi, je suis pas ébéniste, moi. Donc, ma matière, c'est... j'ai pas de matière concrète, tu vois. Donc, ce que j'aime faire, c'est créer des machins, des trucs, etc., en essayant d'y rendre un peu performant, un peu utile. Donc, comment on a fait? On s'est dit, effectivement, ce qu'on peut pas le faire complètement en interne. Et on s'est vite rendu compte que par rapport au type d'invités qu'on recevait, c'était pas forcément ils méritaient un peu plus d'égard que de les accueillir, tu vois, dans un café, etc. Donc, on travaille avec les gens de la capsule à vendre. Et on travaille avec des gens, les gens de Podroom à Paris, tu vois. Donc, ça, c'est un truc, c'est bien démocratisé, c'est une super idée. Pour Marc Lévy, on fait du sur-mesure, on se déplace un peu ailleurs avec un ami vidéaste.
mais avec l'idée. Et ça, c'est un truc qui nous porte. C'est que on était 20, aujourd'hui, on est 160, peu importe, on veut rendre des trucs quali. On veut tirer la marque vers le haut. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que Daniel, le dirigeant, nous a un peu inculqué ce truc-là, quoi, de dire attention, faut pas. La qualité, c'est important. C'est important. Et quand tu lances ça, quand vous lancez ça à la maison mère, à quel point les franchisés ils se disent, ils se font plaisir, à quel point ils adhèrent au fait que il peut y avoir du contenu qui est produit en dehors de l'univers spécialisé. C'était quoi leur Je réaction? te peux pas mentir, elle me regarde. Donc là, je vais dire la version qui est fausse. Ils ont adoré. C'était extraordinaire. Ils m'ont appelé tous. Ils m'ont dit, mais t'es un génie. C'est pas du tout le cas. Ils m'ont appelé tout de suite pour me dire, on va pas l'appeler le Crédit Pro. On sait pas que c'est Crédit Pro. J'ai expliqué, oui, mais attention, on y va tranquille. Ça ne soit trop promotionnel, on mettra un spot plus tard, etc. Ah ouais, ok. Quand on a eu Cyril Linette, ça a un peu changé. Quand on a eu Serge Trigano, ça a changé. Peut-être qu'avec Marc Lévy également, ils comprendront et commencent à comprendre un peu plus notre vrai. Mais ils ont un accueil un peu distant parce que forcément, et je les comprends, ils se posent la question de leur impact. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour moi, en fait, c'est ça. Sauf que on travaille nous aussi la marque et on travaille les relations avec les partenaires bancaires au niveau national, avec des gens qui nous connaissent pas encore, mais qui vont nous connaître grâce à ça. Et ça, c'est un sujet dont on parle souvent, c'est ton temps de franchiseur, c'est pas le temps de franchisé. Nous, on est sur du temps long. Et ça, le franchisé, il est dans l'opérationnel. Tu vois, il a besoin que ça rentre tout de suite, c'est normal. Donc, il faut jongler entre tout ça. Ok. Il y a le podcast, il y avait que j'imagine les franchisés regardent aussi. Chaque soir, ils me disent. C'est une regarde. Bah non, ouais. Non, ils commencent à me regarder. Comment ça regarder. Et la stratégie de diffusion sur ce podcast, c'est des ads où vous utilisez la notoriété des personnes que vous invitez, ou est-ce que vous avez mis en place à tous vos clients une newsletter? C'est pas un peu la stratégie de diffusion de ces contenus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent une stratégie de contenu, c'est 20% de production, 80% de diffusion. En fait, la stratégie qu'on a aujourd'hui, elle est un peu à contre-cours. Là, on cherche à avoir du contenu. Ouais. Donc, on cherche à avoir 8, 10, 12 épisodes. C'est ce qu'on fait. On travaille la marque, on affine le projet, le podcast, les questions, la ligne éditoriale, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, c'est communiqué sur LinkedIn. Il y a une newsletter qui part également et on compte beaucoup sur le partage du podcast. Alors, quand Serge Trigano, je regarde, partage pas notre podcast et ça nous fait beaucoup de peine. Hein. On le remercie quand même. Et quand Cyril Linette le partage, c'est extraordinaire, bien sûr. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura suffisamment de contenu, on va effectivement pousser un peu plus dans de la publicité. Ok. Et ça m'amène à la question tu vois, de la visibilité, de cette compréhension du contenu. Est-ce que les franchisés, ils ont conscience de la diffusion de ce contenu? Est-ce que eux-mêmes vont utiliser LinkedIn? Est-ce qu'ils vont partager? Est-ce que, tu vois, typiquement, je sais que dans les sujets banque, assurance, tout ça, LinkedIn devient un vecteur de visibilité. Est-ce qu'ils ont des comptes LinkedIn qui se posent des questions là-dessus? Ouais, ils ont des comptes LinkedIn, certains qu'on administre, d'autres non. Sincèrement, ils le partagent pas beaucoup. C'est ce qu'on disait. Ils voient pas l'impact immédiat. Mais c'est pas grave, on est sur du temps long et ils le comprendront à terme. Quand on recevra, j'imagine plus tard, directeur de la... Mais il poste sur LinkedIn? Oui, il poste. Non, nous, LinkedIn, c'est peut-être le seul. On a remis Facebook récemment pour d'autres raisons, mais LinkedIn, c'est le seul média qu'on utilise et sur lequel vraiment on travaille. Parce que c'est là où on arrive à créer des opportunités d'affaires. Alors, on avait eu une tendance, tu as dû voir que ça donnait un peu un Facebook, tu vois. Bah, ça baisse, le reach baisse. Et ce qui apparemment, c'est les interactions dans les commentaires et les débats qui font monter les posts, quoi. Plus t'es des likes. Mais aujourd'hui, tu n'as pas d'alternative à LinkedIn. Et donc, on est obligé d'y être. Et par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à gagner des abonnés progressivement et des gens de qualité avec qui on arrive à avoir des interactions sur la durée. Donc, on se dit que la stratégie, elle est plutôt bonne pour l'instant. Donc, on est sur LinkedIn. Est-ce que les franchisés le partagent? Pas vraiment. Mais encore une fois, c'est un projet qui date de janvier. Hein. On a 6 épisodes aujourd'hui. Ça me paraît de faire la transition sur... Donc, on parlait de LinkedIn et de la sensibilité de tes réseaux, de ton réseau. Aux nouvelles choses, aux nouvelles manières de communiquer, etc. Il y a un projet c'est l'académie que vous avez lancé, Crédit Pro Academy. Je pense que en startup, on a ça l'enablement, c'est comment on fait en sorte que les employés apprennent de nouvelles choses et se forment. Je pense que dans un réseau de franchise, ça a une dimension assez particulière et hyper importante. Je sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens de ton réseau. Potentiellement, ils ont... Enfin, je sais pas, quel âge de toi, tu dirais quoi?
J'ai aucune idée. Je me dis, pour faire du crédit aux entreprises, il doit quand même avoir un bagage financier. Ouais, alors, on l'a pas calculé, mais je pense que c'est entre 43 et 52 ans. Ouais, donc sont pas sur TikTok. Est-ce que j'imagine que tes clients peut-être non plus. Mais ma question, c'est plutôt comment vous faites en sorte qu'ils montent en compétence sur des sujets où vous avez besoin qu'ils montent en compétence. Et là, je parle de LinkedIn, mais ça peut aussi être des méthodes de vente, des nouveaux produits comme tu mentionnais sur l'assurance. Ouais. Alors nous, on a la chance de disposer d'un pôle extra crédit qui est à Montpellier, qui va accompagner le franchisé dans l'élaboration de son dossier, qui va le conseiller dans son dossier. Donc il y a 3-4 personnes qui sont là-bas. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée de Crédit Pro. Là, tu parles, si moi, en tant que dirigeant, je veux un crédit, c'est ça. Je vais voir l'agence et ensuite l'agence, potentiellement, est accompagnée par... L'agence est autonome. Okay. Elle a la compétence parce qu'on a de la formation initiale, forcément, qui dure 3 semaines, on va te former, puis ensuite, on va t'accompagner. Tu as un animateur, le directeur général qui va t'accompagner. Donc, déjà, on fait en sorte que si tu n'es pas armé dès le départ, tu ne peux pas rentrer chez Crédit Co. Après, si on identifie que tu as un profil qui peut matcher, la formation, au bout de 3 semaines, ça tourne assez vite et puis après, on va t'accompagner sur le reste. Et le pôle Expat Crédit est là, justement, pour te conseiller, pour avoir un dialogue continu avec toi. Pour nous, on le considère vraiment comme une formation continue. Et effectivement, on a lancé Crédit Pro Academy avec un autre partenaire qui s'appelle Teachup des Lyonnais. Et on s'est dit qu'on a besoin, encore une fois, d'évangéliser autour de notre métier. Donc, la plateforme, c'est à la fois d'abord pour d'externes, pour aller recruter des gens. Ok. Et c'est plutôt de l'externe, mais pour des entrepreneurs, des clients, ou plutôt pour des franchises, des potentiellement... N'importe qui, mais comme la matière, c'est le financement professionnel, on voit bien les demandes qu'on a, c'est beaucoup de gens qui font des immobiliers ou des experts comptables ou des gens qui gravitent autour de notre métier, qui se disent, tiens, et si moi, j'avais cette compétence. Ok, non, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, très intéressant. Et après, il y aura un deuxième volet, on l'espère, donc où il y aura une plateforme qui sera dédiée en interne. Mais tu vois, et pour répondre encore à ta question que tu as posée précédemment, la plateforme, elle nous a coûté moins de 5 000 €. Et on l'a développée à 2 en un an. Tu vois, donc quand les projets enthousiasment l'équipe, tu n'as pas besoin d'être 15, ça c'est voilà. Et on l'a sorti assez vite, sur un an pour une plateforme, ça a été assez rapide. Et ça, on en est assez fiers. Et si tu décrivais cette plateforme, c'est quoi? En gros, tu arrives sur la plateforme, tu peux avoir accès à des contenus que vous produisez. Est-ce que c'est les franchisés qui les produisent? Alors, ça a condensé de notre expertise. On ne met pas tout, on met une bonne partie. Et aujourd'hui, tu as une formation qui dure 10 heures et qui permet d'avoir une idée assez précise de ce qu'est notre métier et de savoir si tu as une sensibilité pour le devenir ou pas, enfin, pour devenir courtier en financement. Donc voilà. Et puis, on fait appel à pas mal d'outils liés à la formation, de la GAL. Et des termes un peu techniques, la gamification, des trucs comme ça. Mais en gros, c'est une formation assez ludique. Tu vois, tu as des... pour du recrutement de franchisés aussi. Oui, d'abord. Et puis on se dit qu'après, si ça marche et s'il y a un intérêt, on peut aller plus loin pour de la formation continue. Okay. Mais là, ça veut dire proposer encore plus de contenu spécifique en interne, etc. Et là, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez staffé et que c'est un projet plus long que ce que je pensais. Je pensais le sortir sur 2025. À mon avis, on va déborder. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment qui j'entendais aussi, on a parlé des sujets de CRM. Ouais, le gros sujet, c'est ça. C'est le sujet CRM. Ouais. Donc, du coup, je rends hommage à un Bluche qui dit à chaque fois, quelqu'un qui s'appelle Patrick Repetto, qui était mon directeur marketing. Et lui, il parlait souvent de barrière à l'entrée. Il disait, notre barrière à l'entrée, elle est là. Et toi, ton défi, c'est de faire en sorte qu'elle soit toujours plus haut pour les concurrents. Ouais. Et ça m'est resté en tête systématiquement. Et donc, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on se dit, mais par rapport aux concurrents, qui n'existent pas beaucoup, mais bon, on se dit, est-ce qu'on est assez haut? Est-ce que, tu vois? Et on voit bien que sur le logiciel métier, on commence à être un peu taquiné dedans. Donc, le projet qu'on a sur 2025 ou 2026, c'est de refaire le logiciel métier, qu'on le mette encore plus haut. Donc, cette idée de barrière à l'entrée, elle est fondamentale, je pense, pour toutes les entreprises, hein, pour vous, et se dire comment on peut continuer à se démarquer. Et quand vous dites refaire le logiciel métier, c'est-à-dire que c'est pas un logiciel SaaS que vous avez acheté, vous avez retravailler, reconstruire avec des développeurs en interne ou avec une agence? Comment ça fonctionne? Non, en externe, parce qu'on n'a pas cette compétence-là et mon dirigeant dirait on n'est pas une boîte de tech, tu vois, on n'est pas une boîte. Non, mais il faut savoir sur quoi on se met d'expertise. C'est sûr. Donc on va faire appel à des gens, on va auditer plusieurs partenaires. Mais pour développer. Ouais, pour développer. Et donc c'est vous qui faites les besoins, c'est vous qui mettez toutes les spécifications. On a fait un premier cahier des charges qui a, si tu veux, est prévu une phase de cadrage qui va durer un mois où ils vont nous accompagner pour faire un truc plus élaboré. Et en même temps, c'est important de le faire maintenant, ce logiciel, parce qu'on arrive dans une phase où tout le monde parle d'IA, mais c'est vrai, on ne veut pas... Alors, mon directeur général te dirait, qui gonfle avec l'IA, mais nous, on vit avec en marketing. Et on voit bien qu'aujourd'hui, autour de nous, il y a pas mal
d'applicatifs qui se débloquent grâce à l'IA. Donc, on va mettre une brique d'IA. Et en tout cas, on va travailler ce logiciel pour qu'il accueille de l'IA de plus en plus. De quelle manière Quand un franchisé fait son dossier, il a par exemple à la fin ce qu'on appelle une note de synthèse. Et on va pouvoir l'aider à semi-automatiser sa note de synthèse. Tu vois, on va intégrer de l'ossérisation, qui est d'intelligence également, pour faire en sorte qu'il y ait toutes les liasses fiscales ou des machins, etc., qui va intégrer. Et ça, vous prenez des briques qui existent, typiquement pour l'ossérisation, donc c'est la digitalisation de documents potentiellement papier. Ça, vous prenez une brique logicielle ou vous... Alors, en fait, comme on travaille sur de la matière qui est très sensible, il faut qu'on travaille avec des partenaires qui soient très attentifs à ça. Donc, nous, pour le coup, là, on a travaillé avec les charges sur ces sujets-là en disant ce qu'on peut pas faire, en tout cas. Tu vois, ta carte d'identité, quand tu nous la transmets, faut pas qu'elle parte n'importe où. Et donc, on fait confiance aux partenaires de nous faire des propositions, c'est tout clair. Et voilà. Mais sur l'IA, enfin, nous, c'est un sujet qui est hyper important de toute façon, le marketing. On a développé un outil il y a peut-être 1 an qui nous permet de travailler des articles propres à Crédit Pro qui vont booster notre référencement, etc. Donc, voilà, on est obligé de s'adapter et de l'intégrer un peu de partout et le logiciel métier devra le prendre en compte. C'est logique. Et les franchisés, par rapport à l'IA, ils en pensent quoi? Certains sont fous de ça. Ah ouais. Je pense à mes amis de Rouen qui prennent des formations, etc. Et c'est génial. Et parce qu'ils voient. Alors oui, il faut pas qu'on perde de vue que la matière première c'est l'humain et que notre matière grise, la compétence qu'on a, tout ce qu'on a acquis, c'est hyper important, c'est précieux. Il faut faire en sorte de protéger un peu. Donc on peut pas tout confier à ChatGPT ou à Mistral, c'est certain. Mais par contre, il y a tout un tas de tâches qui en facilitent la vie, c'est certain. Mais c'est un peu particulier parce que l'IA est pas capable de faire un dossier aujourd'hui, tu vois. L'IA est pas capable d'apporter ce que nous on est capable d'apporter. Donc on les met en garde en disant c'est génial, mais allons-y ensemble, construisons quelque chose de tranquillement. Ok. Sur peut-être plus long terme, c'est quoi un peu toi les challenges que tu vois, la suite, comment tu vois les choses pour les questions que tu souhaitais? Pour Crédit Pro, c'est de continuer à grandir, de faire en sorte que ce métier soit de plus en plus connu. C'est important. Nous, on se place comme un tiers de confiance des partenaires bancaires. Parce qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banquiers, sur ma partie pro, ont du mal à recruter. On voit qu'il manque un peu de compétences. Ils ont besoin de soutien. Et nous, on travaille avec eux au quotidien. Donc, il faut renforcer. Eux, ils n'ont pas ça, la partie crédit. Ils en ont. Tu peux passer. Alors, toi, demain, tu as une demande de financement. Tu vas dire, tiens, je vais passer par mon banquier, celui qui gère mes comptes courants. Et on va dire, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et après, tu verras que quand tu passes par un banquier pro, il a des attentes très précises qui peuvent changer d'un mois sur l'autre, selon... on a un directeur du financement, Mathieu, qui dit que c'est un peu comme un robinet, tu vois. Parfois, il l'ouvre, parfois, il le ferme. Ouais. Et des fois, tu comprends pas vraiment pourquoi. Okay. Donc ça, encore une fois, c'est un métier particulier. Nous, il faut qu'on les soutienne. Bien sûr qu'ils font du pro. Nous, on représente que là, aujourd'hui. On représente 10% du marché, qui reste beaucoup à faire. Donc, l'idée, c'est de se dire, on doit pouvoir les soulager. On doit pouvoir travailler ensemble et on se place en tiers de confiance. Tu vois, on valide 9 dossiers sur 10. C'est-à-dire que nos dossiers, quand on les accepte, on sait qu'ils vont être validés par les banquiers la plupart du temps. Parce qu'on connaît leurs conditions. C'est pour ça qu'on dit, passez par nous. Donc, qu'est-ce que je nous souhaite? De pérenniser notre modèle, de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux, de souhaiter qu'il y ait un concurrent ou deux qui arrive, ça nous ferait du bien, ça nous challengerait. Et puis voilà. Et je pense, ça me fait penser un peu à tout ce qui est banque pro en ligne, je pense à Conto ou d'autres. Ouais. C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que le marché il est quand même en train de changer. J'ai l'impression que le sujet du prêt... Oui, je l'ai dénoncé, c'est bien. Il n'y a pas longtemps, on a été contacté par Revolut. Ouais. Et bon, Revolut, il se pose des questions sur le pro. Tu vois, donc on voit qu'il y a des banques en ligne, les nouvelles banques qui se posent des questions. Et c'est intéressant. Donc nous, l'idée, c'est de sentir un peu tout ça, de voir si on peut pas s'associer à eux, apporter leur expertise. Donc c'est intéressant. Le marché, il bouge. Notre métier à nous, il bouge pas tellement aujourd'hui, à vrai dire. Il y a un monde où je suis sur mon compte Revolut, compte Conto, je dis je veux un crédit, en fait, ça peut me mettre en relation avec un conseiller crédit, quoi. On peut. Mais il faut que Revolut, il faut que Conto pense derrière. Aujourd'hui, ils seront obligés de passer soit par des fonds, pense à rien, soit d'en revenir aux banquiers qui existent aujourd'hui, tu vois. Donc, oui, je pense que la vision de Daniel, mon dirigeant, c'est de dire qu'un jour, les banques auront besoin d'un réseau de distribution, comme l'assurance, comme d'autres. Et le jour où ils ouvriront les vannes, ils auront besoin d'un tiers de confiance. Nous, on veut se positionner comme ce tiers de confiance. Ok. Tu vois. Et ce tiers de confiance aura toujours besoin d'une implantation locale.
Ouais, notre métier, l'ADN de Crédit Pro, c'est l'humain, quoi. Ouais, c'est ce que tu as besoin d'être proche du gars qui demande son prêt pour voir ce que c'est. Et oui, parce que Total ne fait pas appel à nous aujourd'hui. Total, ils sont stachés, ils ont des accords, etc. Mais par contre, celui qui va ouvrir un restaurant, 2 restaurants, celui qui a une PME de 15-20 personnes, il a besoin de voir quelqu'un. Demain, tu obtiens un financement, tu as besoin d'avoir quelqu'un. Déjà, pour taper dessus, ça va pas. Et puis ensuite, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'humain, c'est le nerf de la guerre. Et puis, malgré tout, et moi, venant de la relation client, je maintiens qu'aujourd'hui, et je le vois dans les boîtes qui ne proposent pas de service client par téléphone, je vois pas comment ça peut durer à terme. Les gens ont toujours besoin d'appeler quelqu'un pour être rassurés. Tu ne pas avoir une ligne pour ça. Tu pas eu au jour. Mais quand ça va pas, dire on vous rappellera dans 5 heures, ça va pas amuser dans le monde, Marthe. Ok. Bon, en tout cas, on vous souhaite de continuer à grandir. Si, c'est sympa d'avoir la belle croissance que vous avez, toujours avec une très bonne relation client et l'équipe content. Donc, merci Nicolas pour tout. Merci pour l'invitation. On change. Et si on veut te suivre sur LinkedIn, j'imagine. Que sur LinkedIn, que sur pas encore de compte TikTok et quoi que ce soit. Donc, moi non plus. Ça. Merci beaucoup. Merci. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.